outils qu'il faut pour réussir. De lutter contre une espèce d'ambiance délétère. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à vous dans l'émission de Diasporama. Ce nouveau numéro sera consacré à la trajectoire singulière de 3 profils très enrichissants, pour ne pas dire captivants même. Nous allons parler avec nos invités du jour de leur parcours, leurs idées, leurs concepts et bien évidemment de leurs projets. Nous avons donc le plaisir de recevoir sur ce plateau la célèbre styliste Mejda. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Dalal Hadjaj Awel, productrice d'événements et directrice d'une agence audiovisuelle. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Autre célébrité parmi nous ce soir, Zinedine Sefej, architecte et docteur en histoire de l'art et l'archéologie. Bonsoir. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors, le programme de l'émission, et ce n'est pas une nouveauté, est axé sur le rapport à l'immigration. Nous savons qu'un chapitre de votre vie, et là je pense que je m'adresse à vous trois, a été écrit à l'étranger, du moins un épisode de votre vie a été réalisé à l'étranger. Alors, ma question est la suivante. Quel est l'apport et l'importance de cette interculturalité? Mejda. Pour ma part, elle est très enrichissante parce qu'on a quand même bénéficié d'une double culture, on va dire, et on a aussi apporté notre touche en vivant à l'étranger, de notre aussi savoir-faire et la réciprocité est valable. Donc il y a une espèce de métissage comme ça entre les deux cultures. Aujourd'hui, on a abouti à ça, pour moi. Même par rapport à l'immigration aujourd'hui, elle est imprégnée complètement de cette double culture. Et à travers même mon travail, que ce soit le costume ou... c'est un peu cette identité-là que nous avons aujourd'hui, me semble. C'est aussi c'est le sentiment que vous partagez, richesse? Richesse et partage. L'expérience qu'on a eue à l'étranger, c'est justement ce travail de partage avec les autres cultures, d'où aujourd'hui la nécessité de parler de l'interculturalité et non pas des cultures. C'est l'acceptation des cultures des uns et des autres dans un esprit de partage. Donc l'expérience à l'étranger, c'est toujours bénéfique, soit pour aller chercher du savoir, comme ça a été pour moi, pour mes études, mais aussi dans un espace professionnel où on essaye de travailler sur le rapprochement des cultures. C'est cette notion de partage aussi pour vous, Dalal. Vous avez beaucoup voyagé et posé notamment vos bagages pour un certain temps en Égypte et en France. Quel regard portez-vous sur la communauté algérienne et leur potentiel de création? Alors moi c'est un peu plus compliqué que ça parce qu'en grandissant dans le système français au Moyen-Orient, on grandit avec toutes les nationalités du monde, clairement. Et du coup on grandit avec une telle ouverture d'esprit et qui fait que... Une écoute. Oui, effectivement, on apprend énormément de choses depuis tout petit sans même s'en rendre compte. Et c'est quand on revient chez nous qu'on se rend compte de cette immensité culturelle qu'on a acquérie au fil du temps, sans même s'en rendre compte, finalement. Majda, vous êtes un témoin privilégié de ce patrimoine culturel lié, je dirais, lié à l'immigration, souligné par la voix mélodieuse, à savoir celle de votre père, Kamal Hamadi, qui a transmis à plusieurs générations toute cette symbolique qui entoure la chanson de l'immigration. Qu'en pensez-vous? C'est-à-dire l'immigration comme atout majeur pour le développement du pays, notamment à travers la chanson « Le pays a besoin de ses enfants ». Quel est votre regard par rapport à ce legs, cet héritage? Oh, moi, j'en suis très fière. Et puis, je sais qu'il a apporté beaucoup à cette immigration naissante, parce que il a démarré quasiment avec le départ en 56 jusqu'en 62, tout ça. Et lui, ça a été un soutien énorme pour ces gens qui étaient vraiment, c'était le début de l'exil et voilà, et on le voit à l'écran. Et c'est l'amour de ton pays et c'est l'amour de ton peuple. Enfin, moi, c'est ce qu'il m'a transmis, né de chaque région de ton pays. Voilà, ce dont je suis fière, moi, c'est qu'il m'a fait aimer. Je suis née en France, j'ai grandi en France, j'ai parlé la langue, le kabyle et l'arabe en France, avec eux. Mais il n'y avait pas de régionalisme, en fait. Chaque région avait... Il y a un apport, on parle d'apport. Oui, voilà. oui, il en était fier. Et en fait, l'héritage, c'est ça. C'est pas l'endroit où vous êtes,
c'est comment vous transmettent vos parents l'amour qu'ils ont de leur pays. Et en fait, et c'est comme ça qu'on en est fier. C'est pas l'endroit où vous vivez. C'est la même fierté que vous partagez d'Alel, parce qu'il faut rappeler à nos chers téléspectateurs que vous êtes la petite fille de la diva Warda Al-Jazairiya qui a également chanté l'exil, Al-Ghurba. Alors, que retenez-vous de cette glorieuse période, si je puis m'exprimer ainsi? Moi, je suis très très fière d'avoir grandi avec elle en Égypte et moi, j'ai appris à aimer mon pays sans vraiment y vivre. Et justement, je reviens à ce que disait la dame, c'est que moi, j'ai grandi avec le nationalisme. Vraiment, l'amour, c'est dans l'ADN. C'est une histoire d'ADN et c'est dans le sang. Et je parlais même pas arabe et l'Algérie, c'était une toute puissance à la maison. Donc, c'est une grande fierté. Et en plus, pouvoir faire passer ça avec de la culture et de la musique et toucher le monde entier, c'est juste magnifique. Alors, nous vous invitons maintenant à découvrir l'instant musical en hommage à ces deux monuments de la Une réaction de votre part, je vous ai vu concentré, en train d'apprécier. Parce que justement, on parle souvent d'immigration de personnes, mais on ne parle pas justement de l'immigration des cultures. Parce que là, on a vu la musique, la chanson, il y a aussi la poésie, la littérature, le cinéma, et tous les arts. Et donc, on se focalise trop sur les personnes, mais très peu sur leur contenu, ce qu'ils ont pu véhiculer. La création. Et la création. Donc l'immigration, oui, c'est un phénomène millénaire. Il n'est pas propre à notre pays, il n'est pas propre à notre histoire contemporaine. Elle a toujours existé. Et c'est ce qui a fait la richesse des civilisations. Et la Méditerranée est le berceau de toutes les civilisations grâce à la mobilité des personnes. Justement, vous me tendez la main, vous avez un des parcours les plus atypiques, architecte, artiste, créateur d'événements, ainsi que d'autres casquettes. Vous êtes installé à Valence. Ce grand écart, c'est-à-dire entre les deux rives de la Méditerranée, comment vous le vivez d'un point de vue culturel? Alors, pour moi, je n'ai pas quitté l'Algérie. Donc, pour moi, j'ai créé un pan. J'ai passé, cette passerelle, vous parlez de passerelle. Voilà, c'est une passerelle. Donc, c'est pas forcément... J'ai agrandi le territoire de la promotion de notre patrimoine et de notre culture, ainsi que notre savoir-faire. Donc, j'ai passé ma vie pour la vie estudiantine, donc pour faire ma thèse, donc histoire de l'art. Mais quand je me suis établi à Valence, c'était... La raison était très simple, c'est de vouloir monter la maison d'Algérie, le concept de Dar Seyer, qui est un concept, on entend parler de la maison du monde, la maison de l'Afrique, la maison de la Chine. Il n'y a pas la maison d'Algérie. Et j'ai trouvé que c'était pas normal qu'un pays aussi riche par son histoire et qu'il n'y ait pas une maison. Alors effectivement, une maison physique, non. Mais comme nous appartenons aussi à la culture nomade, donc j'ai créé le concept de Dar Seyer nomade, itinérant, pour faire découvrir son patrimoine, sa culture, ses artistes, de ville en ville, autour du bassin méditerranéen. Une culture où il y a cette mobilité, je dirais, de ce parcours, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas un point fixe, un ancrage fixe. Non. Mais Valencia, pour moi, est un port d'attache seulement. Mais je suis tout le temps sur le voyage, sur la navigation à travers les villes, à travers les villes, à travers certaines résidences que vous intitulez, par exemple, Resistencia, il y a certains événements, là, dans le thème touche un peu à l'immigration, n'est-ce pas, ou peut-être... Alors, j'ai travaillé sur le thème de l'immigration avec un artiste qui s'appelle, un jeune artiste de Annaba, photographe. Photographe? Non, il était peintre. Oui. Lui-même
victimes. Donc ça m'a intéressé parce qu'il considérait, c'était l'immigration clandestine, il considérait l'art qu'il produit autour de cette thématique était une thérapie. Et donc, ce jeune artiste a travaillé sous un angle particulier de l'immigration. Et par la suite, on a créé l'année passée, en 2021, une résidence artistique de photographes. Oui. Ça s'appelle les années de Brest. Et donc, les photographes qui sont là à rechercher une nouvelle expression artistique qui exprime l'Algérie en mouvance, l'Algérie qui évolue, l'Algérie qui veut découvrir les autres cultures. En perpétuel mouvement, oui. En perpétuel mouvement. La culture ne peut pas être figée. Exactement. Vous avez beaucoup travaillé sur le patrimoine, une très belle manière de mettre en exergue nos sites et monuments. Quelle est votre approche par rapport à la sauvegarde du patrimoine culturel ? Alors, pour moi, la sauvegarde passe par la production de la connaissance sur ce patrimoine. C'est la première sauvegarde essentielle, c'est de connaître son patrimoine. Voilà, on voit quelques... Voilà. Et par la suite, j'ai travaillé sur la dématérialisation de ce patrimoine. Vous pouvez commenter les images. Pour qu'on puisse l'exporter. Donc, on travaille sur le digital. Donc, on numérise notre patrimoine et on le met dans des visites virtuelles, dans des casques virtuels, ce qui permet aux visiteurs d'être dans une immersion totale dans ce patrimoine. Il lui reste que sentir les odeurs de notre patrimoine. C'est une aventure très prisée, surtout pendant la pandémie où les gens ne peuvent pas se déplacer et d'avoir cette visibilité à travers le digital. Il faut dire que cette aventure culturelle. Il faut dire que c'est un des effets positifs de cette pandémie, cette crise mondiale. Vous savez, pour toute société, dès qu'elle traverse des crises comme celle-ci, des crises d'idées, elle a un refuge vers sa culture. Et donc, elle essaie de se protéger, de se ressourcer à partir de son patrimoine, à partir de sa culture, mais une culture ouverte, d'où l'interculturalité, et non pas une culture fermée sur elle-même. Donc, et le digital permet justement cette ouverture, ce partage, et nous avons créé effectivement une résidence artistique virtuelle, une plateforme qui a permis de regrouper plus de 40 artistes quand même. Du monde entier, de tout le bassin méditerranéen, avec 30% d'artistes algériens, d'Algérie, mais aussi de l'étranger, en particulier de France. Et ce qui a permis, justement, ces artistes ont travaillé avec des artistes d'autres pays sur une thématique qui est le confinement. Donc, comment ils ont vécu ce confinement à travers une expression diverse. Ce n'est pas que de la peinture, c'est la photographie, c'est la peinture, c'est la sculpture, c'est la musique, c'est le théâtre et la danse. On avait une danseuse de flamenco qui est une Algérienne qui a participé à cette résidence artistique virtuelle. Et par la suite, à la fin de cette résidence qui a duré 2 mois, on a créé une galerie 3D, une galerie digitale, où on voit aujourd'hui des œuvres de cette production artistique. On ne peut pas oublier une exposition aussi dédiée à Tlemcen. Oui. De Constantine, on est passé à Tlemcen. Vous savez, le principe, nous, on monte des expositions d'abord en Algérie, et dans la ville même, Tlemcen, en 2012, puis en 2015, et en 2019, on a créé Tlemcen à travers les âges, une exposition itinérante qui a démarré à Paris, donc au Centre culturel algérien de Paris, puis Nice, au Centre universitaire de la Méditerranée, et elle est attendue cette année à Valencia, le port d'attache de Dartzeir. Parmi les auteurs-compositeurs, parce qu'on a Tlemcen, qui nous ont fait rêver, Faisal Bellatar, je ne vous en dis pas plus, voici le portrait de ce musicien hors pair, signé par Fella Bennour. Chez nous, on dit Hadjidk Majidek. Lui, il dit de la parole jaillit la lumière. Je vais vous raconter l'histoire d'un homme jeune ou pas. Il peut avoir tous les âges et les visages de la vie. Son lieu de résidence ? Le temps et les époques émouvantes et troublantes. Tel un troubadour du XXIe siècle, son âme vagabonde vous invite à la rencontre. Son nom ? Faisal Bellatar, un condamné à la parole et au verbe. Au milieu des palmiers, des fruitiers, au milieu de toute autre merveille pour notre voyage que nous éternons.
Dans les vignes cheminerons et dans un palais construit de pierres nobles, croisant de beaux visages, nous nous éteindrons. Je dis souvent que mon métier, c'est la rencontre. Mais la rencontre de qui? C'est-à-dire c'est une rencontre avec celui qui t'écoute et une rencontre avec l'histoire. On est dans ce rapport très très intime, témoin de deux choses qui sont très très essentielles. Une époque et un territoire. Et pour cela, il fallait traverser les ponts suspendus de Constantine, faire une halte pour étudier les textes de culture publique en France avant de poursuivre son chemin vers la littérature orale au Centre des Arts et des Récits à Grenoble. Mais la première école de l'oralité de Faisal reste sa grand-mère, Mazhera, qu'il surnomme la bouche du monde. Une révolutionnaire de la première heure, décédée en 2009, pour renaître à travers, entre autres, la trilogie de la dynastie des rois qui ont fait la réputation et la grandeur de toute la Mésopotamie, ou bien le récit de vie consacré entièrement à une figure emblématique du Charbi, Amar Zahi, intitulé « Sur les pas d'un ermite ». Alors vu, les gardes demandèrent à leur maître au érudit, voudrais-tu le répandre? Donc c'était un spectacle de récits de vie, de contes, chants, musique, peinture et illustration. On était dans l'exercice de virtuosité. C'était une reconnaissance plus qu'autre chose. Et Amar Zahi, c'est la personnalité algérienne qui m'a touché le plus. Et du territoire du Charbi à celui de l'Orient, il n'y a qu'un pas pour le nomade des temps modernes. Miroir de l'Orient, souffle éternel arrive avec une approche bipolaire d'un vécu et d'une œuvre. Le projet sera dédié à la mémoire de Keltoum, une personne avec peu de confidence, que le mythe de sa gloire a fini par occulter sa personnalité. Une des femmes les plus connues dans le monde, une figure féminine d'une beauté incroyable, une femme qui a chanté pour l'amour, une femme qui disait « Inta Amri », mais j'ai écrit le projet. La résidence de création va commencer dans peut-être un mois ou deux. Mais avant cela, entouré des œuvres de Mehdi Djelil, Bardi et Maya Benchir Lefgoun, mais surtout de son compagnon de toujours, le Kamelen Gouni. Faisal Bellatar trouve d'autres inspirations et scrute en permanence. Le prochain voyage est celui du cœur sans aucune frontière, du port de Hunayn à Tlemcen jusqu'à Bilad Soudan. La route du sel s'annonce, la route de toutes les rencontres. Pas lieu d'en rire. Le troisième nuit, il était tout comme la route du sel, c'est une action commune que vous allez entreprendre avec lui? Exactement. Faisal Bellatar a écrit un conte sur cette exposition, la route du sel et de l'or. On connaît souvent la route de la soie, la nouvelle route de la soie, mais très peu sur cette route qui était très importante. On échangeait l'or avec le sel. Donc le sel était, on l'appelait l'or blanc. Et donc c'était une caravane, plus de 25 000, 30 000 personnes qui traversaient du Soudan jusqu'au au port de Hunayn pour aller vers l'Europe. Il y a aussi un autre circuit qui passait par le Hogar pour aller vers Béjaïa, pour aller aussi vers les ports de la rive nord de la Méditerranée. Et les Européens venaient avec leurs soie, leurs produits de luxe pour venir prendre du sel. Dalel, je vous ai vu concentré, pour ne pas dire scotché, devant le portrait de ce personnage. Qu'est-ce qui vous a interpellé? C'est captivant sur beaucoup de points. C'est vraiment captivant parce que je suis en plein dans tout ça. Justement, je me suis plongé dans
toute la culture qu'il y a dans ce pays. On va en parler sûrement de mon événement, mais à mon échelle, à moi, je vous comprends totalement parce que vous êtes déjà à l'international. Je suis très fier de faire votre connaissance, vraiment. Et c'est très beau ce que vous faites et j'ai hâte, moi, personnellement, d'assister à tout ça. Cette exposition aura lieu donc normalement la première dizaine du mois de mai. C'est dans le cadre du mois du patrimoine, entre le 17 avril et le 18 mai, au Palais de la Culture. Donc c'est vous êtes les bienvenus. J'y serai, Inch'Allah. Majda, vous êtes styliste algérienne, connue et appréciée sur la place d'Alger, dans votre boutique, je ne vais pas citer l'adresse, on n'a pas le droit. Dans votre vitrine, on dévoile tout le glamour et l'authenticité de vos œuvres, parce que la création, pour moi, tu me sais, des œuvres. Vous pouvez nous parler de ce rapport au costume, c'est-à-dire vêtements traditionnels algériens? Pour moi, le Parce que costume, le vêtement en Algérie, c'est je veux dire, une composante culturelle de base. Je veux dire, c'est essentiel, mais pour moi, c'est le message, en fait. Indépendamment du costume, de l'embellissement, du mariage, c'est aussi l'histoire, le mode de vie, parce qu'en fait, d'une région à une autre, on ne vit pas de la même façon. Et pour réaliser un costume, on doit connaître les habitudes et pourquoi il a été porté de cette façon. Donc il y a l'histoire. Vous racontez une histoire à travers on raconte l'histoire et on raconte, comme je disais à monsieur aussi, l'évolution de la femme à travers le costume, parce qu'il faut rester aussi, ne pas le dénaturer, même si on modernise. C'est-à-dire on va évoluer avec l'évolution de la femme d'aujourd'hui, mais le costume va le raconter à sa façon aussi, comment la femme algérienne a évolué, sa façon de le porter, sa façon de se mouvoir, tout est relié au costume et aux traditions. À travers tous les âges. Et aux traditions. Oui. Aujourd'hui, beaucoup de nos... Sans parole, c'est le message. Exact. Oui. On observe qu'aujourd'hui, beaucoup de nos tenues traditionnelles sont en phase de devenir des créations, ou plutôt œuvres immatérielles classées par l'UNESCO, à l'image de la Chedda de Tlemcen, classée au patrimoine immatériel de l'humanité par l'UNESCO en 2012. Alors, quel est le rôle des stylistes pour sensibiliser les responsables à la nécessité de préserver toute la richesse civilisationnelle que regorge le costume algérien? Il s'agit d'une histoire, il y a une de mémoire, notre identité aussi. Voilà. C'est primordial. Quel est le rôle, c'est-à-dire des stylistes, pour sensibiliser, je dirais, les responsables à la nécessité de préserver la richesse? Nous, on les sensibilise. Moi, je vous dis franchement, c'est mon combat depuis très longtemps. L'essentiel, moi, de mes défilés, je les ai faits à l'étranger. Et franchement, il y a un retour positif incroyable, parce qu'on l'a fait jusqu'en Chine. Vous vous rendez compte, la différence de culture qu'il y a. Et pourtant, ça les a énormément accrochés, alors que moi, je ne pensais pas franchement à ce moment-là. À travers les défilés que nous faisons à l'étranger, ça, on peut le faire, mais on a besoin de leur soutien, parce qu'il est indispensable. On ne peut pas travailler tout seul si on n'est pas soutenu par... Suivi, accompagné, vous voulez dire. Mais bien sûr, accompagné. parce qu'il évolue, il devient de plus en plus beau, comment dire, il s'adapte aussi à la femme... Il y a les orchestres aussi que vous avez... Oui. Oui, j'ai habillé les orchestres qui représentaient l'Algérie. Ça a été ma fierté. On a fait des défilés. Oui, bien sûr, pour représenter mon pays. Mais vraiment, on a un tel savoir-faire. Il y a une telle différence de costumes que c'est dommage que ce ne soit pas suffisamment connu. Dalel, je vous vois encore une fois, elle découvre, parce qu'elle découvre. Vous avez lancé récemment un nouveau concept afin de dénicher les jeunes talents, un programme ambitieux et une aubaine pour les artistes en herbe. Bon, on va voir quelques images, je veux dire, avant d'en débattre. Oui.
il faut savoir que ce programme est ouvert à toutes les catégories, c'est-à-dire y compris les enfants accompagnés de leurs parents, bien sûr, n'est-ce pas? Alors, vous pouvez m'en dire plus? Alors, c'est tout simple en fait. On a monté une scène ouverte à tous les talents en Algérie, quels qu'ils soient. Dessin, humour, chant, mais vraiment tous les talents. Il y a un casting qui a été ouvert, donc on peut toujours recevoir tout ça par mail. Ça commence aujourd'hui d'ailleurs, j'y vais aujourd'hui, la semaine prochaine aussi, et tout le mois de Ramadan, on va caster et mettre des talents tous les week-ends sur scène avec Adel Hamsadji qui va animer ça, et bien sûr les accompagner avec le digital et tout ce qui va avec. Et le vrai concept, c'est que si ça fonctionne, Inch'Allah, c'est que ce soit une scène ouverte toute l'année, tous les week-ends. C'est un peu comme le comedy show, mais je veux dire, c'est un projet test, je veux dire, pas un projet, j'aime pas dire projet, mais je veux dire, ce mois, c'est un projet test quand même. Pour voir après. Non, je suis déjà très loin dans mon programme, mais c'est vrai qu'il est lancé massivement ce mois-ci parce qu'on a la chance, nous, le mois de Ramadan, que les gens sortent tous les jours. Donc ce n'est pas que les week-ends. Je peux faire passer des gens tous les jours. Pas uniquement les week-ends, il y a les spectacles, mais il y aura des animations tous les jours. Je veux faire passer tous les gens qui m'envoient des petites vidéos de leur talent parce qu'on a un pays qui regorge de talent. Et en plus, j'ai beaucoup d'artisans. C'est une plateforme ouverte à tous les artisans qui veulent même venir exposer leurs œuvres. C'est pour ça que ce que vous disiez tout à l'heure m'a interloqué. Tout à l'heure, vous avez partagé. Oui, alors vous êtes en macro et je suis en micro, alors que d'habitude c'est l'inverse dans ma vie. Mais en Algérie, c'est vrai que c'est quelque chose que tout le monde adore, tout le monde me dit c'est très ambitieux, mais finalement c'est pas si compliqué que ça, faut juste oser. Et ça a été très bien pris par tout le monde et à toutes les échelles, donc j'espère que ça va bien se passer. Nous allons encore une fois parler musique, et ce à travers la 2e édition de l'événement One Beat Sahara, organisé par l'ambassade des États-Unis en Algérie avec le soutien du ministère de la Culture. Un événement qui a vu la participation du grand musicien algérien installé en France, Karim Zied. Alors, sans plus tarder, direction l'Opéra d'Alger pour ce spectacle One Beat Sahara avec notre journaliste Naïma Loualichi. De retour d'une résidence de création musicale d'une quinzaine de jours à Tarit, le batteur, auteur, compositeur Karim Zied a posé ses valises en compagnie de 5 musiciens qu'il a coachés à l'Opéra d'Alger pour un concert événement clôturant le rendez-vous de Tarit. Récit d'une résidence d'écriture, première du genre en Algérie. C'est une initiative de Chakib Bouzidi qui a été invité à One Beat États-Unis. C'est un musicien, un jeune musicien algérien qui a été invité donc à participer comme le font ces musiciens cette année. Lui, il l'a fait juste avant le corona et il a eu l'idée de proposer ça à ce festival, de venir faire ça à Tarit. Quel festival c'est là? Non, à ce festival One Beat. Okay. Aux États-Unis, il leur a proposé de faire la même démarche en Algérie. Ils sont tous venus à Tarit, ces musiciens ont été partagés en 5 groupes. Et la résidence a eu lieu en plein désert, dans des locaux. Organisée par l'ambassade des États-Unis à Alger, de concert avec le ministère de la Culture, la résidence d'écriture qui fut baptisée One Beat Sahara a rassemblé une trentaine de musiciens venus de 8 pays dans les USA, la Libye, la Mauritanie, la Tunisie, le Mali et bien sûr l'Algérie. Moi, mon groupe, c'est effectivement de donner une approche professionnelle à ces jeunes musiciens qui vont devoir apprendre une musique traditionnelle ou composée, à la mettre en forme sur leur instrument. Donc moi, pour mon expérience, j'essaye de les diriger, de les conseiller ou même de leur écrire quelques mélodies ou donner quelques rythmes. Et il y a d'autres groupes où ça va être plus basé sur la musique électronique. Et donc il y a plusieurs thèmes. Tout ça a été travaillé à Tarit.
On a fait un premier concert à Tarit au pied des gravures, en plein désert. Et on en a fait un autre avec le public du désert. Il y avait plein de Touaregs, plein de Nas Sahara, les Djaou. Donc par exemple, là, dans mon groupe, il est composé d'un Américain qui s'appelle Sinké. Il est composé d'une Algérienne guitariste qui s'appelle Soumia, d'un Tunisien violoniste, de Karim Boras, un chanteur chabi, ici, et une chanteuse mauritanienne qui s'appelle Fama. Sous le thème des musiques traditionnelles de chacun, inventer un répertoire d'au moins 20 minutes pour le présenter au public. On a fait beaucoup de choses là-bas, beaucoup d'échanges entre les pays différents, les styles différents. Si on dit la résidence, tu es venu pour apprendre, tu es venu pour travailler, tu es venu pour créer. Donc, dans tous les domaines, on a travaillé là-dessus. C'était magnifique. C'était un échange culturel et musical très important. Quoi d'autre? Personnellement, j'ai découvert des cultures différentes. C'est sûr, je vais faire un projet avec tout ce que j'ai appris ici, dans cette résidence-là. Au-delà de l'aspect purement créatif et culturel, les One Beat explorent surtout les traditions de la diaspora noire qui a voyagé d'Afrique aux Amériques pour revenir en Afrique, telles que le gnawi, le jazz et autres musiques typiques du Maghreb. Avant d'avoir vos réactions, en off, vous avez parlé d'écosystème, c'est-à-dire culturel. C'est, je veux dire, une action pour pas qu'il y ait simplement des opérations ponctuelles, c'est pour vulgariser un petit peu ou que ces opérations se répètent quand vous parlez d'écosystème culturel. Un écosystème culturel, c'est d'avoir tous les acteurs qui travaillent dans le domaine de la culture, que ce soit dans la scénarisation, dans la médiatisation, dans la diffusion, y compris dans la production artistique, c'est d'offrir cet espace collaboratif et ça permet de créer justement un écosystème, un système économique viable pour qu'on puisse vivre... Vous parlez d'harmonie. Voilà, pour qu'on puisse vivre de son art. Aujourd'hui, on ne peut pas vivre de son art. Mais s'il y a un écosystème favorable, l'avantage de la culture, c'est un écosystème ouvert. Il n'y a pas de frontières dans la culture. C'est pour ça qu'on parle de l'interculturalité. Vous avez travaillé également sur des instruments de musique. Il y a eu un travail sur les instruments. Si. On va rester dans le sillage de la musique, c'est pour ça. Effectivement, j'ai découvert une collection privée du musée du Bardo sur des instruments africains. Et ce sont des instruments fabriqués par des artistes eux-mêmes, donc pièces uniques. Et donc, ils sont rentrés dans... C'est des instruments qui datent du 18e, 19e siècle. Donc, une très belle collection. J'ai eu la chance de scanner une dizaine. Et donc, on a créé une exposition digitale sur ces instruments dans une galerie 3D où on pouvait écouter le son de chaque instrument. Et ça permettait de montrer cette collection privée, une centaine, on a montré 10. Et c'est une collection qui existe au musée du Bardo, une collection privée qui est dans les réserves aujourd'hui. Mesdames, votre réaction par rapport au reportage que nous venons de suivre, cette musique, pour pas qu'il y ait simplement ces opérations, c'est-à-dire des opérations ponctuelles, pour que ces opérations peuvent se renouveler. Quel est selon vous, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Moi, à mon niveau, justement, c'est pour ça que j'agis en boîte de production dans cet événement-là. C'est que justement, j'ai pas fait une khéma du Ramadan. J'ai fait vraiment une maison mère où les gens vont pouvoir venir s'exprimer tout au long de l'année. Et de partout en Algérie, vous pouvez venir de partout en Algérie. On va vous héberger. Moi, je veux vraiment voir ce qu'il y a au fond
Parce qu'à Alger, c'est facile, ils connaissent les adresses. Il faut venir de loin. C'est ce que je lui disais. Voilà. Et il faut encourager particulièrement les gens de l'intérieur du pays, parce qu'il y a des talents, mais qui sont totalement méconnus. Et puis voilà, et c'est eux qui vont encourager. C'est le but de ce projet, vraiment, parce que la capitale est facile, est accessible aux gens de la capitale. On veut vraiment qu'ils viennent de partout, on les encourage à venir. C'est merveilleux. Ils sont hébergés, n'ayez pas peur. C'est le seul problème qui se pose au final. Pour rester sur le même sillage de la musique, vous aussi, vous constituez ou vous racontez, je dirais, vos tenues par la musique aussi. Il y a une empreinte musicale à travers vos créations. C'est indispensable. En fait, c'est un tout. Quand on fait défiler, par exemple, une région d'Algérie, surtout à l'étranger, le but, c'est de l'accompagner avec la musique qui vient de cette région de cette région-là, et dans le gestuel et dans la mouvance. Une femme qui va porter un costume algérois ne va pas bouger de la même façon qu'une femme qui va porter une tenue chaoui, et la musique qui va avec. Mais c'est ce que je vous dis, en fait, c'est de l'expression qui n'est pas... C'est de l'histoire, finalement. L'histoire aussi. Tout ça, la musique chaoui. Oui, voilà. Monsieur Cepage, je reviens vers vous. Vous avez travaillé récemment sur le transfert du savoir, et à Djelfa, vous avez réussi à modéliser un outil pour une meilleure prise en charge de la campagne d'alphabétisation. C'est exact? Oui. Moi, personnellement, je n'ai pas suivi cette action. Voilà. Oui, effectivement, c'est une action, c'est un projet qui s'appelle P3A, un projet européen dans le cadre de la coopération algéro-européenne et qui est consacré à l'alphabétisation de la femme dans un milieu rural. Ma mission est toujours dans le même principe de création, et donc j'ai formé les formateurs à la scénarisation et médiatisation de leur contenu. Quand on est en face de nos mamans dans un milieu rural, pour leur apprendre à compter, à écrire, et tout en utilisant certains outils comme le smartphone, comme des technologies de l'information et de la communication, de le rendre accessible à travers une mise en scène pédagogique. Donc les formateurs deviennent des acteurs pédagogiques. Et ça, c'est tout un savoir-faire qu'on peut mettre en place chez nos universitaires, mais aussi une approche éducative, en quelque sorte. Voilà. C'est comme dans le cinéma ou comme dans le film. Un cours est écrit et scénarisé. Il y a un synopsis, donc il y a une écriture numérique de ce cours avant d'appeler le prof, d'être en scène pour pouvoir former, pour pouvoir encore une fois, transmettre. Aucune improvisation, je vous comprends. Voilà. Alors, avant de vous laisser partir, nous allons parler de vos futurs projets. Je reste encore avec M. Cepage. Il y a un truc qui m'a interpellé. Il est question du plat, du partage, du couscous, je ne sais pas moi. Voilà, ça m'a interpellé. Oui, comment un architecte s'intéresse au couscous. Donc, voilà. Je vais vous dire, l'histoire, elle est très simple. Moi, j'ai vu que nos architectures ont été dénaturées par rapport à l'architecture traditionnelle. On voit comment la métamorphose négative de la production actuelle. Donc, je fais une autocritique de mon métier premier, qui est l'architecture, et j'ai comparé l'architecture, la nôtre, par rapport au couscous, qui est aussi le nôtre. Le couscous a su résister aux transformations, aux mutations. Il a su trouver ses lettres de noblesse, il a su voyager, pas l'architecture. Donc j'ai écrit un article sur un livre qui s'appelle Paella et Couscous, une histoire méditerranéenne. Donc c'est un regard croisé entre la paella et le couscous dans le cadre d'un festival qu'on appelle Mostra Viva del Méditerranée. Et quels sont selon vous les ingrédients pour que l'architecture puisse connaître, je dirais, le succès du couscous, le même sort que le couscous? Eh bien justement, c'est l'authenticité. C'est comment on arrive à sauvegarder cette authenticité. Vous m'avez posé la question, comment on peut sauvegarder notre patrimoine? Quelle a été ma réponse? Non pas la restauration, mais la production de la connaissance. C'est connaître son patrimoine. Aujourd'hui, des architectes ne connaissent pas leur patrimoine. Et donc, si on veut sauvegarder, si on veut avoir le même parcours, les mêmes lettres de noblesse que le couscous, qui a commencé dans le sud, sans sauce,
Et la sauce, elle est venue avec le brassage, avec la Méditerranée, avec la tomate. Et ça, c'est la Méditerranée qui lui a apporté les couleurs. Mais la semoule, le grain est resté le même. Classé par l'UNESCO également, le couscous. Et classé patrimoine de l'humanité pour tout le Maghreb. Et même la France voulait être partie prenante de ce patrimoine parce qu'il est considéré comme le plat. Vous refusez de parler de restauration et tout, mais est-ce qu'on peut parler d'artisan, d'artisanat? Est-ce que c'est un ingrédient, c'est-à-dire parce que ça c'est intéressant de parler des artisans parce que on ne peut pas faire de la sauvegarde sans le travail manuel du plâtre, de la pierre, donc tout le savoir-faire. Et ce savoir-faire, il faut le restituer parce qu'on n'a plus d'école d'artisanat. Donc il faut restituer et on peut le restituer que par la connaissance de ce patrimoine et surtout par sa valorisation. Si vous le valorisez, les gens vont vers ce patrimoine. Si vous ne le valorisez pas, non. Voilà pourquoi on utilise les technologies de l'information et de la communication pour dématérialiser. Quelques mots sur nos sites classés aussi. Je profite de vous avoir ici parce que vous êtes Nous avons quelques images, nous allons les voir au fur et à mesure. Oui, il y a les sites qui sont connus comme Tipaza, Timgad, la vallée du Mzab. Il y a eu un événement de votre part autour de cela. Alors effectivement, j'ai préparé une exposition 2016 à Venise pour la connaissance de notre patrimoine matériel et immatériel de l'humanité. Et à l'époque, on avait El-Lil pour le patrimoine immatériel et les 10 sites classés monuments mondiaux de l'UNESCO, le monument universel de l'UNESCO. Et c'est des sites comme la Casbah d'Alger, comme Tipaza, Timgad. Donc, et c'est... Quand on voit Tmila, c'est un site qui est magnifique, en pente. Les Romains ont toujours construit sur des terrains plats, donc là on retrouve un site qui est prestigieux de Tmila. Donc ça c'est le patrimoine de l'humanité et aujourd'hui l'Algérie a pu classer plus de sites proposés au classement à l'UNESCO. Ça veut dire qu'on commence à valoriser ce patrimoine pour que l'UNESCO s'intéresse à C'est pour ça que je me suis permis de parler de tout ce travail en amont, artisan et tout ça, qu'il faut perpétrer, il faut aussi valoriser pour arriver, je dirais, à ce que l'UNESCO s'intéresse davantage ou qu'il y ait des sites encore plus classés, c'est-à-dire. Je pense que l'Algérie a un potentiel beaucoup plus important que tous les pays de la Méditerranée en termes de richesse historique. Vous prenez Tlemcen, correspond à 75% de l'architecture de la période musulmane est à Tlemcen. Donc un vestige important. Préservez. Je me permets de retourner vers vous. On parle de sites, de monuments classés et tout ça. Est-ce qu'on peut avoir le même discours, je dirais, concernant les tenues, la création et dans le domaine stylistique? Parce qu'il y a cette préservation, il y a tout ça. Voilà. C'est exactement la même chose. Mais il parlait, j'avais l'impression qu'il parlait du costume algérien. Parce que c'est exactement la même. Tant que vous ne le valorisez pas, tant que vous ne le préservez pas, tant que vous ne... Comment dire? Il faut apprendre. Ce métier doit se perpétrer parce que c'est un savoir-faire qui est inestimable. Et s'il se perd, vous perdez votre identité en même temps. L'architecture et le costume, mais c'est inimaginable. Vous étiez en train de parler, j'avais l'impression que vous parliez du costume de la même façon. Quel est l'apport de la diaspora lorsque vous faites des défilés, votre tenue? Quelle est vos regards avec du recul? Comment on conçoit, comment on regarde, c'est-à-dire comment on perçoit, je dirais, les tenues, vos créations? Alors, à l'étranger, c'est les 1001 nuits, c'est fabuleux, c'est magnifique. Le but pour moi, c'est de les faire connaître. Je parle de la diaspora, hein? Oui. Voilà. Oui, et le but pour moi, c'est de les faire connaître. Et le but pour moi aussi, parce que je sais que le costume algérien peut aussi se porter. Il suffit, sans le dénaturer, bien sûr. Bien sûr, vous insistez, sans le dénaturer. Oui, parce que c'est toute l'identité. C'est comme l'éducation d'un enfant. Il ne faut pas la dénaturer, autrement vous perdez le fil. Et c'est ça auquel... Enfin, j'y tiens beaucoup. C'est vrai que j'insiste beaucoup. Non, mais il faut le moderniser, mais pas le dénaturer. Je suis tout à fait d'accord. C'est très important et il faut le valoriser. Bien sûr. Parce que quand vous n'aimez pas la chose, vous n'allez pas lui donner sa juste valeur. Bien sûr. C'est mon point de vue à moi. Exact. Voilà. Alors,
Mais c'est un costume qui plaît énormément et qui surprend par sa diversité. Énormément. Il y en a pour tous les goûts. Oui. Ouais, vous avez bonne presse, je le sais, quand je lis un petit peu ce qui se passe, voilà. Oui. Alors, Dalal, parce que je suis là, moi aussi, je vous regarde, je suis en train de, voilà, de voir vos mots. Dalal, qu'en est-il des projets de l'agence ? Alors, hormis, bien sûr, ce que vous voulez de... Voilà, bah écoutez, moi, sincèrement... Je prends chaque projet individuellement et je lui donne tout son temps. Et là, tous les projets de l'agence tournent autour de l'événementiel culturel. Donc, on se focus sur ça pour l'instant, mais bien sûr que je suis une agence audiovisuelle, digitale, multimédia, etc. Donc, un peu comme beaucoup d'autres. Mais vraiment, je me spécialise dans l'audiovisuel pour accompagner le côté culturel surtout. C'est-à-dire, c'est surtout ça. Même à une échelle corporate, je vais toujours mettre une vision humaine, un peu dans toute cette technologie, on va dire. Et sincèrement, aujourd'hui, moi, mon but premier en tant que personne, déjà, indépendamment de ce que je fais ou de ma boîte, c'est vraiment de respecter cet héritage que j'ai. Et d'essayer d'accompagner encore un petit peu si je peux grâce un héritage on reste toujours dans le patrimoine aussi, voilà, un bien héritage, sûr mais je veux pas me limiter à la chanson, je veux vraiment que tout le monde puisse s'exprimer. Moi j'ai l'impression d'être un peu avec des personnes qui font partie de la génération de mes parents et du coup alors l'habit, les murs, la nourriture, tout ça je l'ai appris à l'extérieur dans un autre pays. Encore une fois, et je me sens chez moi là entre vous deux vraiment. Non mais Majda avait raison ce tout à l'heure, et monsieur, vous allez me corriger peut-être, mais c'est-à-dire entre un architecte et un styliste, parce qu'il y a beaucoup d'architectes qui ont embrassé la carrière de la mode, et voilà, on s'en inspire parce que il y a, je dirais, cet apport minutieux, ce regard, c'est-à-dire cette découpe, cet apport minutieux. Donc entre un architecte et un styliste, il y a un univers que vous partagez ensemble. La preuve, lorsque monsieur parlait, lorsque Stéphane parlait, vous étiez en train de penser aux costumes algériens. C'est les mêmes mots, c'est les spécificités, c'est les mêmes transmissions en fait. C'est exactement ça. Encore une fois, selon vous, c'était cette passerelle avec notre diaspora, la diaspora, à travers le patrimoine. Un petit mot, c'est-à-dire, quel est votre, je dis en quelques mots, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, souvent on parle de l'apport de la diaspora dans notre pays. Oui. Mais moi, je pense que la diaspora aussi elle a besoin de l'Algérie. On a transformé la fameuse phrase de Kennedy. Vous ne me demandez pas ce que je peux faire pour vous, mais ce que vous pouvez faire pour moi. Exactement. Oui, parce que la diaspora a besoin de se ressourcer. Elle ne peut pas se ressourcer sur un environnement où les racines de cette population est ailleurs. Donc, à nous de transporter ce patrimoine, de le rendre accessible à notre diaspora. Encore une fois, on est en train de marcher sur l'écosystème. Il y a ce mot qui me revient. Exactement. Cet écosystème qu'on vient de décrire ici, j'ai dit un écosystème sans frontières. Cela veut dire qu'on peut coproduire entre les Algériens qui sont en Algérie et les Algériens qui sont ailleurs aujourd'hui. Ce n'était pas possible il y a 30 ans, mais aujourd'hui, on peut le faire. C'est pour ça que la diaspora peut donner à ce pays, mais elle en a besoin plus qu'est-ce qu'elle peut donner. Ah, tout à fait. Voilà. Et c'est une nécessité pour eux. C'est une identité dont ils ont besoin. Moi, je le sens dans chaque costume que je fais. C'est véritablement son identité dont elle est fière et qu'elle veut représenter, absolument à ce moment précis de sa vie qui est très important. On a tendance à plus vouloir la porter à l'étranger. On le sent que c'est vital. Ça les construit, attention. On a parlé des projets de Sefej, des projets de Dalal. Vos projets à vous? Moi, mes projets, c'est de... Je me suis installée à Paris essentiellement. Bon, je travaille encore en Algérie, mais bon, il y a eu cette période un peu difficile. Mais c'est ça. Moi, vraiment, ce qui m'apporte aujourd'hui, c'est justement la transmission du costume, le faire connaître, faire des défilés. Et comme j'ai une clientèle qui est sur Paris et sur la France en général, vraiment garder cette identité comme ça algérienne, et ça tourne bien pour l'instant, ça reprend bien depuis que ça s'est un peu calmé, ça, voilà.
Les gens sont heureux, ils veulent faire la fête. Et puis nous, on a besoin de leur transmettre tout ça aussi. Hormis le projet, c'est-à-dire la route du cercle, vous m'avez tout à l'heure c'est-à-dire développé, un autre projet en cours? Alors nous travaillons sur une résidence artistique réelle, cette fois-ci, n'est plus virtuelle, puisque la pandémie est en espérant derrière nous, donc en octobre, dans le cadre de Mostra Viva. Et ça sera justement l'artiste en résistance, l'artiste qui se cherche, l'artiste qui s'inspire de ce qu'il a vécu chez lui, mais ce qu'il a vécu dans le monde. Donc on n'est pas isolé par rapport à tout ce qui se passe dans le monde. Donc ça va se faire au cours du mois d'octobre. Donc ça, c'est dans le cadre d'Artzeil. Voilà. Sinon, en termes de projet, nous travaillons sur... ma deuxième casquette, c'est le téléenseignement, la production du savoir scénarisé. Donc là, on travaille sur plusieurs casquettes. Voilà, un écosystème sur l'entrepreneuriat des startups, des jeunes start-upers, pour pouvoir former des incubateurs pour accompagner les jeunes start-upers dans le domaine culturel, puisque c'est mon rayon favori. Beaucoup de choses, je vois, très riche. J'ai l'impression d'être issu de cette génération. Je suis très fier d'être parmi vous, vraiment. C'est partagé aussi. Vous avez, je veux dire, appris quelque chose ou retenu? Parce que je vois qu'il y a une idée qui a été soulevée tout à l'heure. Je suis très contente et puis j'ai l'impression d'être sur la bonne voie, surtout de ne pas brasser du vent. Parce que des fois, on a des doutes, on a peur, on se dit on est seul. Et puis finalement, bah non, c'est bien. Finalement, j'essaye vraiment. Moi, je suis très fière de ce que vous entreprenez. Et vous m'avez donné beaucoup de force aujourd'hui, sachez-le. C'est vraiment très bien. C'est tout l'intérêt de cette émission. Vraiment. On arrive au terme de l'émission, mais avant de partir, il y a un hommage que nous allons rendre, un hommage à Nora. Encore une fois, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Beaucoup. Je vous dis à bientôt. Voilà. Merci pour l'invitation. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup. زيد لي محانك زيد شكون يقولك علاش زيد لي محانك زيد شكون يقولك علاش انت قلبك حديد انا منك ما نبراش منك ما نبراش زيد لي عذاب يا كراني صبرا عارفة سعدي غاب وجرحي ما يبرى زيد لي عذاب يا كراني صبرا عارفة سعدي غاب وجرحي ما يبرى يا درى الظلم يفيد عهد وما وفاش هو راس عيد انا مرر لي المعاش انا مرر لي المعاش زيد لي محانك زيد شكون يقولك علاش زيد لي محانك زيد